Et finalement, je venais de gagner 1250 $ par mois juste sur un produit. Qui dit énormément de charges fixes, dit tu es capitaine d'un paquebot. Si l'iceberg est devant, tu fonces droit devant si t'as pas anticipé. Moi, là, à l'heure actuelle, je suis capitaine de mon petit bateau. Donc moi, je fais gauche-droite. Et je m'adapte. Et en Belgique, en fait, tu dois d'office être vieux pour avoir la crédibilité, pour pouvoir faire de l'immobilier. En fait, je viens d'expliquer par A plus B qu'en allant dans plusieurs endroits, si tu vas dans un business que tu ne maîtrises pas et que tu connais pas les règles du jeu, en fait, n'essaye même pas de jouer parce que c'est sûr que tu vas perdre. Il y en a qui réussissent dans la vie et il y en a qui réussissent leur vie. Eh ben, tu sais quoi, moi, ça m'intéresse de réussir ma vie et pas de réussir dans la vie. Et en fait, j'ai toujours aimé être dans le challenge et dans la difficulté. J'adore avoir des problèmes, même si ça m'embête. Melvin, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour notre deuxième podcast justement de la chaîne. Pour ceux qui te découvrent, tu es promoteur immobilier en Wallonie. Exact. Depuis 2019. Exact. Et en 4 ans, tu réalises 57 projets. Ouais, ça 57 appartements. Appartements, ouais. c'est ça. C'est quand même incroyable. En 5 ans exactement, oui, Ok. 57 appartements construits. Parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui disent, voilà, on fait beaucoup de logements, mais il faut rester sur le principe du nombre de logements qu'on construit réellement. Et donc, sortie de terre, livrée, il y en a eu 57. Et maintenant, on en a une septantaine en construction et en développement, on en a une cinquantaine. Ouais. Et du coup, tu as créé ta société Accès Habitat. Oui. C'est une société qui crée des projets innovants, donc éco-responsables, intelligents. On en parlera dans le podcast. Et tu as à peine 31 ans. Exact. Je viens d'avoir 31 ans. Je viens d'avoir 31 ans. Et c'est marrant parce qu'il y a 2 jours d'ici, je discutais justement avec une personne où j'expliquais que je vais avoir un invité qui est dans l'immobilier. Et il me dit, ouais, l'immobilier, c'est bien, mais c'est quand tu as 60 ans que tu commences vraiment à générer des sous et être rentable. Et je dis, non, mais le gars qui vient, il a 31 ans, quoi. Ouais. En fait, c'est justement l'idéologie qu'on a souvent, c'est que ce sont des personnes plus âgées qui sont dans le métier. D'ailleurs, quand tu vas voir un bureau d'architecture, notamment, et que tu es jeune, je peux te dire que tu vas te prendre beaucoup de râteaux. Parce qu'en fait, ta crédibilité, elle est nulle. À la banque, c'est pareil. Et donc, ici, moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir se dire, tiens, ils font tous la même chose, ils offrent tous le même produit, au même prix, au même endroit. Qu'est-ce que je peux faire pour les concurrencer ? Et en réalité, je me suis aperçu que c'était pas si compliqué que ça de les concurrencer. Et voilà, moi, à petite échelle, je ne vais pas déranger des gros promoteurs. Mais maintenant, c'est clair qu'on est en croissance et donc on verra où le vent va nous mener. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faut pouvoir avoir cette différenciation et cette valeur ajoutée par rapport au marché. Ouais. Si tu n'es pas capable d'expliquer en 3 phrases c'est quoi ta différenciation par rapport aux autres promoteurs, ben clairement, ne viens même pas sur ce marché. Et du coup, c'est quoi la phrase pour toi, pour te différencier ? Durable, intelligent, parce que ici, à l'heure actuelle, la plupart des promoteurs font tous le même produit avec des chaudières gaz, avec des radiateurs, avec du carrelage 60-60, des faïences d'hôpital, des cuisines de haut standing, mais en fait, c'est des cuisines à 4 500 €. Il n'y a même pas un micro-ondes, même pas un lave-vaisselle dedans, enfin bref. Et ils vendent ultra cher. Et donc, ça, c'est le premier point. Il faut se démarquer en étant durable et intelligent. Durable et intelligent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des panneaux photovoltaïques pour les communs. Ça veut dire des boîtes aux lettres connectées pour justement tout ce qui est colis, puisqu'on achète de plus en plus de colis par Internet. Ensuite de ça, des ascenseurs connectés également. Et d'un point de vue durable, des panneaux solaires pour chaque appartement, des pompes à chaleur individuelles par appartement, chauffage sol, rafraîchissement du sol, chauffage, etc. Et donc, c'est clair que de ce côté-là, il faut pouvoir se différencier. Deuxième point, c'est clairement d'offrir des appartements qui sont plus grands que la moyenne. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours que 80% dans la décision d'achat d'un logement, c'est la femme qui le fait. Ah ouais. Et donc, moi, mon but, c'est de pouvoir contenter la femme. La femme, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut une super cuisine, une super salle de bain, et le Graal, c'est un petit espace dressing. Et donc, pour ce faire, pour pouvoir répondre à cet espace dressing, pour pouvoir répondre à ces besoins en espace, que ce soit même dans la buanderie, il faut pouvoir offrir des appartements qui sont légèrement plus grands. C'est la deuxième chose.
Et la troisième chose, c'est offrir des prix qui sont en moyenne 10% moins chers que le prix du marché. Pourquoi? Parce que c'est la question de la pile. Les gens ne sont pas bêtes, ils vont sur ImoWeb. Si par exemple, tu as 100 biens sur ImoWeb, ben, clairement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le meilleur rapport qualité-prix. Et si tu n'es pas capable et tu n'es pas en mesure d'offrir le meilleur rapport qualité-prix, ben, de toute façon, tu ne seras pas le premier à vendre ton bien. Et donc, par rapport à ça, il faut pouvoir se différencier. Et donc, cette valeur ajoutée dans chaque étape du processus, elle est multiple. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout soit réfléchi dès le départ jusqu'à la commercialisation, etc. Et donc là-dessus, on va pouvoir développer ensemble. Mais clairement, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, super. On sent une vraie expertise et une vraie expérience dans ce que tu dis. Et avant de vraiment axer la discussion sur tes projets, nous, tu vois, ce qu'on aime beaucoup connaître, c'est l'histoire des gens. Parce que les gens peuvent se poser la question, tiens, d'où vient le fait que tu fasses de l'immobilier, surtout de la promotion immobilière. Aujourd'hui, les gens, quand on parle d'immobilier, ils se disent, bah, je vais acheter pour louer, je vais acheter pour revendre, et encore, il y en a très peu. Mais faire de la promotion immobilière et surtout sur du projet qui sont quand même innovants et impressionnants, j'ai envie de savoir, est-ce que depuis l'enfance, tu as des parents, tu vois, qui sont déjà entrepreneurs, qui sont déjà dans l'immobilier, ou pas du tout, ou tu es arrivé vraiment par hasard, tu vois, dans ce domaine-là? Non, en fait, moi, j'ai eu la chance, et d'ailleurs, je le remercie aujourd'hui, d'avoir une mère qui m'a poussé à bout quand j'étais jeune, Ok. dans le sens où si je travaillais pas 70 heures semaine dans leur business, en résumé, je n'avais pas la crédibilité de ma maman. Et puis à l'époque, je lui disais, mais t'es folle, j'ai 13 ans, 14 ans, 15 ans, etc. Et aujourd'hui, je le remercie parce que c'est grâce à elle que je suis pas un fainéant. Et donc, que je peux justement travailler autant d'heures semaine sans avoir de problème et de pouvoir gérer aussi bien l'aspect professionnel que personnel. Ce qui est très important en tant qu'entrepreneur. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Par rapport à mon histoire, en fait, moi, je suis né en Belgique, en Wallonie. Et donc, à l'âge de 9 ans, je suis parti au Canada. Juste avant de partir au Canada, il faut savoir que mes parents détenaient la première société de jeux vidéo, de distribution de jeux vidéo. C'est eux qui ont distribué les premiers jeux PlayStation partout en Belgique. Ok. D'ailleurs, c'est une société qui s'appelle CLD, qui existe encore aujourd'hui, qui est dans le zoning à Fernolmont. D'ailleurs, les initiales, c'est le nom de ma maman. Ok. Et en fait, par rapport à ça, ma maman avait également des magasins Godiva du côté de Bruxelles. Alors, ben, comment ils ont arrivé à avoir tout ça? Finalement, ma mère est avocate de formation et mon père était chez HP en tant que directeur. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il allait se faire virer parce qu'il avait gravi tous les échelons. Il a pris son carnet d'adresses et il a créé sa propre boîte de distribution. Et finalement, ma mère a lâché les chocolats et du coup, ils se sont mis ensemble dans cette boîte de distribution. Ça a relativement super bien marché puisqu'il y a 4 gars qui l'ont racheté. Pour la petite anecdote, mon prochain voisin dans notre futur siège social et nos entrepôts, c'est un des 4 qui a acheté Incroyable. à mes parents à l'époque. Donc voilà, comme quoi le monde est petit. Et et une fois qu'ils ont vendu, ils se sont dit, tiens, on va faire un peu de rénovation. Et du coup, ils ont acheté un ancien château et une ancienne gare. Ils ont fait 16 et 17 appartements. Et donc, c'est de là qu'a commencé en fait ce goût pour la construction. Puisque à l'époque, il faut quand même se dire, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, donc je restais quand même relativement jeune. Hein. Mais j'adorais déjà aller sur les échafaudages et tout ça. Donc, moi, je montais déjà sur les toits, j'aidais mon père les week-ends, enfin bref. Et donc, ça a été un gros succès. Et finalement, ils prennent tout, ils ont envie de vivre leur rêve américain. Du coup, on part au Canada à l'âge de 9 ans. Avec toute la famille. Oui, avec toute la famille. Et en fait, là, ben, aucun rapport. Mon père, il dit, oh, tu sais quoi, je vais prendre un peu ma retraite et on va acheter un restaurant, etc. Mais forcément, ils achètent un gros restaurant. Au Canada ou Ouais, au Canada, ouais. au Québec. Et en fait, ils se pètent la gueule. Clairement, c'est pas leur métier. Et s'il y a une règle que je peux donner à quiconque, c'est clairement quand tu veux te lancer dans un business, peu importe ton business, c'est clairement que si tu ne connais pas les règles du jeu pour pouvoir aller y jouer, ben, en fait, n'essaye même pas de jouer parce que tu as de grandes chances de perdre. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient souvent. Et donc, ben là, en l'occurrence, l'erreur, c'était quoi? Je connais pas l'endroit, je connais pas le métier. Ben, entre guillemets, ils étaient morts d'avance. Sur papier, théoriquement, ils étaient morts d'avance. Et dans la pratique, ils ont été morts. Donc, échec. Du coup, ben, ça a fait un coup de massue. À ce moment-là, t'as quel âge à ce moment-là? Ouais, j'ai 10 ans. Ok, J'ai 10 toujours, ans. Ouais, ok. je suis très jeune.
Et puis finalement, 1 an plus tard, ils en ont marre de ce restaurant-là. On part habiter en Polynésie 3 mois. Ok. Là, finalement, mon père avait des idées justement déjà de se dire, tiens, les gens là-bas en Polynésie, ils s'ennuient. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, en Belgique, on avait plein de métiers forains. Et lui, il voulait prendre un grand bateau et racheter plein de métiers forains, les mettre sur un bateau et faire d'île en île. Et entre guillemets, faire des fêtes foraines d'île en île. By the way, ça reste toujours une bonne idée, hein, je tiens à le dire. Mais non, voilà, je compte pas aller le faire. Donc, si quelqu'un veut le faire, avec plaisir. Mais en gros, je pense qu'il faut faire toujours fonctionner sa créativité. Ouais. Et donc, finalement, là-bas, ça n'a pas... Enfin, voilà, d'un point de vue école, c'était catastrophique. Et donc, on est retourné au Canada. Et là, mes parents avaient envie de faire un hôtel au Brésil. Okay. Là, on est allé au Brésil. Là, malheureusement, ils se sont quand même rendus compte qu'on ne connaît pas les règles du jeu. On va pas y aller. Et finalement, ils sont rétractés. Donc, on ne l'a pas fait. Je pense que ça a été une très bonne décision, soit dit en passant. Et on est revenu encore une fois au Canada. Et alors, on est reparti dans les Caraïbes 1 an à Saint-Martin, où là, ma mère a fait un magasin de vêtements. Ça marchait pas. Encore une fois, ça marchait pas. Et donc, en fait, je viens d'expliquer par A plus B qu'en allant dans plusieurs endroits, si tu vas dans un business que tu ne maîtrises pas et que tu connais pas les règles du jeu, en fait, n'essaye même pas de jouer parce que c'est sûr que tu vas perdre. Et donc, il faut vraiment avoir une expertise et un travail d'analyse en amont avant de commencer quoi que ce soit. Et ça, c'est une des clés de ton succès, ou du moins, c'est une des clés qui te permettra de ne pas être en échec total. Du moins, vivoter, quitte à que ça s'améliore par la suite. Et donc, finalement, on est toujours revenu au Canada. Et après, au Canada, ils se sont dit, bon, là, on vient de faire plus d'expérience, on s'est planté dans la restauration, mais tu sais quoi, on n'a pas dit de notre dernier mois, on va commencer à analyser le marché et ensuite de ça, on va se remettre dans la restauration. Chose qu'ils ont fait, et là, ça a commencé à marcher. Et finalement, là, à ce moment-là, j'ai 16 ans. Donc, les années passent, hein, évidemment. J'ai 16 ans et mon père, à l'âge de 17 ans, il a des gros soucis de santé. Moi, je rentre à l'Université de Montréal en économie et en mathématiques. Et finalement, on me dit du jour au lendemain, Melvin, tu dois gérer plus ou moins 200 personnes. Moi, je dis, j'ai 17 ans, je sais pas cuire 2 œufs au plat. J'ai des chefs cuisiniers qui sont là depuis 20 ans. Vas-y pour leur dire quelque chose. Et donc, ça a été très, très, très compliqué parce que du coup, ta vie personnelle, elle en prend un méchant coup. Hein, parce que tu as 17 ans, tes amis sortent en boîte de nuit. Je fais mes études à temps plein. Et à ce moment-là, j'ai une copine. Et finalement, la copine te dit, ouais, arrête, etc. Enfin, bref, il y a tout le monde qui te démotive. Et toi, à ce moment-là, tu te sens motivé pour le faire ou tu te dis, non, mais c'est une catastrophe, tu essayes de trouver des solutions pour ne pas le faire, tu vois, justement? Non, absolument pas. Là, la restauration, j'en ai rien à cirer. D'ailleurs, je respecte tous ceux qui font de la restauration parce que franchement, c'est pas un métier facile. Et à tous les niveaux. Par contre, moi, il y avait un élément qui me challengeait dans ce projet-là. C'était le fait qu'on avait des mauvais food costs, qu'on avait des mauvais labor costs. Alors, labor costs, c'est tout ce qui est gestion d'heures des employés dans un restaurant. Et les food costs, c'est toute la gestion des coûts des marchandises. En l'occurrence, vraiment de tout ce qui est lié pour pouvoir faire les repas dans un restaurant. Et donc, là, mon père, au début, il me dit, tu sais quoi, à l'âge de 17 ans, faut quand même se dire que je suis pas arrivé dans le restaurant, boum, je gère 200 personnes. Juste avant, j'ai été serveur dans les restaurants quand j'avais 16 ans. Quand j'ai eu 15 ans, j'étais à la plonge, etc. Donc, je connaissais déjà tous les postes dans les restaurants. Mes parents avaient plusieurs établissements, italiens, brasseries, cafés, etc. Et donc, et moi, mon premier amour, c'était vraiment un des restaurants italiens qu'ils avaient. Et au début, il commence à me dire, tiens, moi, je sais pas bouger de mon lit. Et c'était véridique, il savait pas bouger de son lit. Et donc, il me dit, pour te motiver, je vais te donner un salaire, mais je vais te donner un incentive sur tous les ratios que tu vas pouvoir améliorer. Du coup, moi, me voilà aller trouver des fournisseurs de fromage, etc. Et pour dire, voilà, tiens, ton fromage, il se conserve. J'y connaissais rien, je sais pas cuisiner. Et du coup, là, c'est vraiment au culot. Hein. Donc, c'est-à-dire, j'arrive chez le distributeur qui distribue le Grana Padano qui est importé d'Italie, qui l'amène à Montréal. Et en gros, je lui dis, ton fromage, il se conserve dans des chambres froides, parce que nous, on a plein de chambres froides. Oui, il n'y a pas de problème. Ben oui, mais nous, à l'heure actuelle, notre chef, il achète des quarts de meules de Grana Padano. Alors qu'on pourrait en acheter des meules de 50 kilos d'un coup. Et je dis, ça se conserve? Oui, ok. On peut en acheter 5 d'un coup, puisqu'on en achetait plus ou moins pour ce restaurant-là, environ 5, l'équivalent de 250 kilos par mois, soit 5 meules.
Il dit oui, il n'y a pas de souci, ça se conserve 3-4 semaines dans des chambres froides. Ok, pas de souci, ben, pour 250 kilos, tu me fais combien le prix au kilo? Ah ben au lieu de $25, je te le fais à $20. Bon, je tiens à préciser que c'était quand même pas mal d'années. Hein. Il y a plusieurs années, parce que maintenant j'ai 31 ans, je parle de ça quand j'avais 17-18 ans. Ouais. Et donc, ici, il dit ok, pas de souci. Eh ben, juste en gardant la même qualité, juste en renégociant tes marchandises, en sachant que tu ne détériores pas la qualité et que tu ne changes pas le produit, et finalement, je venais de gagner $1 250 par mois juste sur un produit. Et donc, en fait, des fois, là, les gens, ils te disent, tiens, il faut être un génie, comment tu fais, etc. Il n'y a pas besoin d'être un génie. J'y suis allé au culot, j'y connais rien en restauration, je suis allé voir les fournisseurs, j'ai négocié, j'ai appris. Par contre, encore une fois, c'est l'enseignement. Quand on parle de travail d'analyse, c'est qu'en fait, il faut pouvoir déjà avoir du culot dans certains cas, et de deux, ne pas hésiter sur le simple fait qu'on va passer pour un ridicule. En fait, t'en as rien à cirer. Moi, le commercial là, qu'on parle en question d'il y a 10 ans, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, je sais pas ce qu'il est devenu, j'en ai rien à cirer. Et lui, il s'en fout sûrement de moi aussi. Et donc, finalement, à un moment donné, tu fais, t'essayes, ça marche pas, qui va te juger? Qui peut te juger? Qui peut te juger que finalement, tu vas essayer quelque chose et que tu as échoué? Qui peut te juger de ça? Personne. Même tes parents, ils peuvent pas te juger. Même ta sœur, elle peut pas te juger. Même ta copine, elle peut pas te juger. Et ça, clairement, les gens ont en fait souvent ce mauvais réflexe de se dire non, tiens, moi, j'y vais pas parce que, tu vois, je sais pas, je vais passer pour un idiot, etc. Non, tu vas pas passer pour un idiot. Ça, c'est dans ta tête. Exactement. Et donc, à un moment donné, réfléchis, avance, sors-toi les doigts des fesses. Du cul. Et puis, ouais, je voulais le dire. Et donc, et ensuite, sors de ta chambre, vas-y, va. Ouais. Et donc, sois comme un lion dans la savane et va manger tout le monde. Ouais, et c'est marrant parce que la plupart des gens ont peur de l'échec, Ouais. du regard des gens, mais surtout de l'échec. Et toi, tu viens de démontrer que ta famille a eu des échecs au niveau des business. Au final, c'est rien, quoi. Non, ils ne sont pas abattus, ça c'est vrai. Et pour moi, je dois avouer que ça a été une chance quand j'ai été c'est une jeune. expérience, c'est même pas un Exactement, échec. Ça. parce que ça a été une chance d'avoir vu mes parents finalement aussi très bien réussir, mais aussi bien échouer que re-réussir. Parce que je vais faire bref pour les restaurants, mais en résumé, du coup, je coûtais trop cher à mon père. À l'âge de 19 ans, je gagnais $8 000 par mois. Oui, parce qu'il me payait entre guillemets au profit par rapport à ce que j'améliorais. Moi, dès que j'ai compris ça, j'ai dit, tu sais quoi, on va aller partout. Mais moi, j'étais un faux furieux. Exemple du style, on avait plein de pétoncles, des crevettes, etc. On avait des risottos aux crevettes, etc. Moi, c'était 3 crevettes, 2 pétoncles, etc. C'est quoi le food cost? Ok, notre riz, c'est un riz italien spécifique. On l'achète combien? On met combien de grammes, etc. Machin, etc. Tout était calculé, comme dans les bâtiments à l'heure actuelle, en fait. Et ma plus grande force, c'est que j'ai étudié en économie et en mathématiques. Donc pour moi, les chiffres, les tableaux Excel, c'est mon dada. C'est ce que j'adore. D'ailleurs, il n'y a pas une journée où je passe pas sur un tableau Excel. C'est pas... Même le dimanche, même le samedi, ou n'importe quand, c'est sûr que j'y passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, la maîtrise de tes coûts, c'est ce qui fait justement aussi le succès d'un entrepreneur. Et donc, il y en a beaucoup, quand ils commencent à dilapider des sommes d'argent dans des choses inutiles. Et ils oublient en fait d'aller à l'essentiel. Et donc, par rapport au restaurant, je coûte trop cher à l'âge de 19 ans. Qu'est-ce qu'il fait mon père? Il me donne des parts. Il me donne 20% du groupe, du coup. Et là, mon père va beaucoup mieux. Du coup, moi, j'ai 20%. J'ai dit, OK, j'ai 20%. Mais je me retrouve à $2 500 par mois parce que du coup, j'ai plus cet incentive. Et en gros, je suis encore à l'UNIF. Et là, à ce moment-là, je me dis, je vais avoir presque 20 ans. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Je fais une maîtrise, j'en fais pas, etc. Finalement, je fais une maîtrise parce que je me dis, en fait, tu sais quoi, oui, j'ai 20%, mais j'ai plus qu'un salaire. Tu parles de maîtrise, tu parles un master. Ouais, un master, Okay. à l'école, ouais, exactement. C'est vrai qu'ici, on dit master, au Canada, on va dire plus maîtrise, mais on dit aussi master. Et donc là, je fais un master à HEC, en sciences économiques et vraiment appliqué en finance. Et donc là, je termine ce diplôme. Et pendant que je fais ce diplôme, je me dis, tu sais quoi, il faut développer ces trucs-là. Et du coup, j'en avais marre des chefs cuisiniers. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais faire un nouveau concept de pizza, en fait, clairement qualitatif. Souvent dans les foires alimentaires là-bas au Canada, tu as beaucoup de stands de bouffe. Et en fait, quand tu vas faire du shopping, clairement, tu vas d'office manger.
Et donc, il faut pouvoir offrir une offre qualitative d'un point de vue nourriture. Et donc, tout ce qui était en termes de italien qu'on retrouvait dans les foires alimentaires, c'était que du réchauffé, c'était voilà, des pizzas qui étaient en train de crouler sous la lampe chauffante, enfin voilà. Et moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais aller faire une formation de pizzaiolo chez AVPN, donc accessoirement, j'ai une formation de pizzaiolo aussi. Incroyable. Et ça, je le montre souvent pour rigoler. C'est surtout que sur les photos, j'ai des cheveux, tu vois. Et donc, ça me fait rire. Et j'ai été, en fait, à Marina del Rey, l'Associazione dei Velazzi e di Pizza Napolitana. Bon, j'ai pas l'accent italien. C'est AVPN. Et donc, j'ai été faire la meilleure formation de pizzaiolo au monde. Pourquoi? Pour dépendre de moi-même. En fait, j'en avais marre de dépendre des chefs. J'ai dit, tu sais quoi, maintenant, ça va être moi le formateur. Et en gros, je vais tous vous montrer et je vais aller dans les meilleurs centres commerciaux. Et là, ben, évidemment, moi, meilleur centre commerciaux, à ce moment-là, je suis jeune, je sais pondre des dossiers. Du coup, je vais à la banque, j'arrive avec 2 gros classeurs, et puis j'arrive dans les plus grands centres commerciaux. Mais là, il faut quand même se dire que tu es face à Ivano et Cambridge, des machins, enfin, des machines de guerre devant toi. Et en gros, tu arrives, ben, voilà mon projet, mais moi, par contre, hors des questions d'aller dans les malls pourris, moi, je veux le best. Pour mon premier, je veux le meilleur. Et là, ils disent, non, on a une liste d'attente, je pense que c'était une vingtaine de marques qui voulaient être présentes. Et alors, je te passe les détails, je te passe ma force de persuasion. On réussit à obtenir un emplacement dans les 2 plus grands centres commerciaux. Du coup, tu te dis, waouh, c'est fantastique, quoi. Et là, c'est parce que tu connais le marché, tu sais comment les persuader justement ou... En fait, parce que je leur fais comprendre que mon produit, par rapport à mon concept, en fait, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire de la pizza napolitaine, avec des fours à sol rotatif, donc tu as Maraforni et Maranaforni. Et l'avantage, c'est qu'avec une sole rotative, je n'étais plus dépendant du pizzaiolo qui la sort et qui la tourne dans tous les sens. Et deuxième chose, je pouvais faire 8 à 9 pizzas à chaque 90 secondes. Donc j'avais une force de frappe, notamment dans des foires alimentaires. Il faut que tu sois rapide, il ne faut pas que tu commences à te toucher, parce que sinon, ton business, il n'est pas rentable. Et alors, en fait, le but, c'était que chaque personne, finalement, configure sa pizza comme il le désire. Ensuite de ça, tu vois Subway, en gros, c'était la pizza napolitaine versus Subway, quoi. C'est-à-dire, tu composes ta pizza, boum, elle va dans le four, sol rotative, 90 secondes après, bam, tu la récupères, on en fait 8 à la minute. C'est optimisé de fou. Et en fait, petit parallèle, aujourd'hui, c'est quoi une de mes plus grandes différenciations qui va arriver en 2025-2026? C'est la personnalisation client. On va en parler, tu vois le lien. Et donc, à un moment donné, on en arrive toujours à un même stade. Et du coup, je dois les lancer. J'ai les 2 accords. J'achète des entrepôts. Je commence à acheter des sprinters, etc. Et dans le même laps de temps, j'ai dit, tu sais quoi, il nous manque de visibilité. On était les numéros 1 quasi sur les réseaux sociaux. En termes de nombre d'abonnés, on avait presque 13 000 à l'époque. C'était beaucoup. Énorme, c'était beaucoup. On était dans le top 3. Et du coup, Facebook, on était fort présent, on avait beaucoup de retours. Et alors, j'avais décidé de faire des food trucks également. Pour être présent sur les différents événements. Et là, encore une fois, le food truck, j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai fait le plus gros food truck. Ça a été un risque. Ma mère voulait pas. Donc, ma mère était associée avec mon père et moi, j'avais 20%, 40-40. Mais avec mon père, j'avais 60. Et donc, du coup, on a amené le food truck, on l'a fait, mais plus de 200 000 $, le food truck. Il était noir, chromé, etc. Pourquoi? Parce qu'en gros, encore une fois, on parle de différenciation. Mon seul but, c'est quand j'avais 20 food trucks à côté de moi, il n'y en ait qu'un qu'on puisse voir, le mien. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on voit le mien? Déjà, pas qu'il ait l'air tout pourri. Il faut des belles jantes. J'aime les voitures, il faut des belles jantes. Il faut un beau camion, etc. De 2, à l'intérieur, il faut que tout soit optimisé avec des écrans comme chez McDo, etc. Tu fais ta commande, bam, bam, ça s'envoie directement de manière numérique, etc. Il n'y a pas des chichis avec des tickets pour prendre du black, machin, parce que je ne veux pas déclarer. Arrêtons avec tout ça. C'est dépassé. Et à un moment donné, tu ne fais pas de volume avec ces systèmes-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc ce food truck-là, lui, il a vraiment vu le jour. Donc, il s'appelait Pinocchio. D'ailleurs, il y a une vidéo sur si tu fais Pinocchio avec un K sur food truck et que tu tapes mon nom, tu vas voir on la vidéo. Mettra dans la vidéo, les gens la verront. Avec l'accent québécois et tout, avec des cheveux et tout. Bref. En gros, je faisais quoi pour me différencier? Un grand panneau en haut du food truck pour que tu me vois de loin. Des drapeaux en haut. Le meilleur système de son.
Du style, quand on allait dans un événement de musique, si c'est Martin Garrix qui était là, on mettait la playlist de Martin Garrix pendant 3 heures. Mais du coup, les gens, ils viennent voir qui? Martin Garrix, mais pas Sean Paul, on s'en enfin, oui, à la limite, Sean Paul, bon, là, c'est un mauvais exemple. Mais pas Merlin Pimpin du coin, quoi, tu vois, on s'en fout. Mais les gens, ils dansaient devant les food trucks. Mais du coup, les gens, comme ils dansaient le food truck, ils se disent, mais c'est qui ce food truck? Moi, j'ai envie d'aller manger là. Mais en fait, ils savaient même pas ce qu'on faisait. Ensuite de ça, on a fait la boîte pour enfants, la Pinocchio Box. En fait, je vendais ça $6. Ça me rapportait $1 par boîte. Seul avantage, c'est que j'avais 2 parents qui viennent et ils prenaient des poutines à $13 qui m'en coûtaient 3. Tu vois oui. Et donc, mais oui, mais personne ne le faisait. Ah Ensuite de ça, autre différenciation. Quand j'allais sur des événements, je voyais des plats. Et moi, comme j'avais été dans la restauration et que j'y étais dans les restaurants, je savais que du papier sulfurisé, il y avait moyen de le logoter. Eh ben, à chaque fois que je voyais un truc, je savais jamais te dire d'où ça venait. C'est un gros problème. Ça veut dire que toute la foule qui passe, dès que tu vois quelque chose de bon, je sais pas te dire de quel food truck ça vient. Grave erreur. Ah ouais. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Idée à la con. Hein. Papier sulfurisé logoté. Dans un panier. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Quand tu te promènes, les gens, ils voyaient Pinocchio. Ah ouais. L'année d'après, 60% des food trucks avec du papier sulfurisé. En plus, c'est un nom logoté. qui les gens retiennent facilement, quoi. Ouais, C'est ça qui est fou. mais et alors pire que ça, donc il y avait le papier sulfurisé, il y avait les logos, il y avait le camion. Ensuite de ça, dans les gros events, tu sais ce que je faisais? La barbe à papa avec une mascotte gratuite. Gratuite la barbe à papa. Je m'en fous, ça me coûtait quoi? $500? Mais ça me rapportait combien? 2000. Parce que tout le monde venait, ça créait des line-up de malades. Les gens, ils se disent, purée, il y a de la musique, il y a des boîtes pour enfants et machin. Et après, sois original un peu dans tes plats. L'exemple, je faisais des kiddies au crabe des neiges avec de la vodka, par exemple, tu vois. Je faisais de la gnocchi oxobuco boutine, tu vois, comme c'était italien, j'ai pris des gnocchis frits de pommes de terre pour remplacer les frites, avec les filochés de veau braisés du Québec, donc c'était local, avec la sauce poutine, etc., machin. C'était mon top numéro 1. Tu veux que je sois plus honnête avec toi? C'est pas moi qui a trouvé l'idée. C'était un autre food truck aux États-Unis qui l'a pondu. Moi, j'ai jamais rien inventé. J'ai juste pris les idées, je les ai adaptées à ma sauce, au bon endroit, dans le bon timing. Ah oui. Point barre. C'est tout. Après, il faut pas être un génie. Et donc, finalement, ça a super bien marché. Et donc, en parallèle, je développais ce fameux projet dans les centres commerciaux. Et donc, on a les accords. Et là, arrive un groupe d'Asiatiques qui dit, OK, vous avez le vent en poupe, vous avez plein de restaurants. Là, vous avez encore des food trucks. Donc là, on avait un deuxième food truck qui venait d'arriver. Un truc italien, aucun rapport, parce que je voyais qu'il manquait du portugais, etc. Et là, pareil, je voulais faire tout vitré parce que je voulais faire le show. J'avais compris que dans les food trucks, il fallait faire le show. Mais attention, à cette époque-là, on était dans la bonne période. Je refais demain des food trucks, ça marchera pas. Parce que c'est dépassé, tu vois. Donc, il faut toujours garder en tête le timing. C'est très important. Parce qu'il y en a des fois, ils disent « Oh, ça a marché, il le fait plus, moi, je vais aller le faire. » Mais non, si je le fais plus, c'est qu'il y a une raison. Alors, c'est pas parce que j'ai vendu le groupe que voilà. Et donc, en fait, ces Asiatiques ont été tellement intéressés par l'idée parce qu'eux, en fait, ils avaient des franchises dans l'effort alimentaire. Et du coup, Ivanhoe Cambridge a parlé de nous, de nos concepts qu'on allait amener. Ils ont dit, en gros, non, c'est pas une bonne idée, on va les racheter. Et du coup, moi, je dit, ils sont venus faire toc toc toc. Et à ce moment-là, moi, j'ai fini ma maîtrise, etc. Et on était en plein développement finalement, parce qu'à cette époque-là, j'ai 24 ans. Et j'ai fini ma maîtrise, j'avais 22 ans. Non, j'ai eu 23. Parce que la dernière, j'ai malheureusement, les 2 dernières années, c'était très très compliqué. Enfin, la dernière année surtout. Et parce que j'étais pas focus à fond dans la maîtrise parce que le travail rapportait tellement qu'à un moment donné, tu te dis à quoi bon être encore à l'école si je suis en restauration, quoi. Enfin, ça, quoi. Et donc, finalement, on se fait racheter. J'ai mes 20% de parts. Et donc, avec ces 20% de parts, là, concrètement, je peux faire plus ou moins plusieurs logements. Et c'est de là que je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais travailler en finance à Montréal, puisque mon meilleur ami est justement le numéro 1 planificateur financier aujourd'hui au Québec. Il est dans le top 5 au Canada. Marc, si tu nous écoutes, un petit dédicace. Et soit je faisais ça, soit je faisais autre chose. Mais en fait, j'avais goûté au fait d'être, entre guillemets, mon propre patron. Mais je ne l'étais pas vraiment, parce qu'il y avait mes parents. Et donc, en fait, mes parents, ils m'ont toujours remercié, parce qu'en quelque sorte, ils se sont dit, tiens, s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu vendre à ce prix-là, et on ne se serait peut-être pas développé de cette manière-là. Et donc, pour mon père, j'avais eu beaucoup de crédibilité. Pour ma mère, du coup, comme je travaillais 70 heures semaine, j'avais beaucoup de crédibilité. Et donc,
du coup, nous voilà à l'âge de 24 ans, on a vendu. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais? Et là, mon père a fait de l'immobilier. Et mon père me dit, et c'est mon père qui me donne l'idée, hein, honnêtement. Et il me dit, écoute, va voir en Belgique. Je suis sûr que les promoteurs, ils font tous la même chose qu'avant. C'était déjà le cas il y a avant. Du coup, je viens un mois. Et là commence l'aventure immobilière en Belgique. Et là, j'ai tout juste 25 ans. Je fais mon premier voyage à 24. Je reste 3 semaines. Et là, je sais qu'on va vendre quand j'aurai 25. Et on vend en mars quand j'ai 25 ans. Et finalement, moi, je déménage en janvier. Donc, tu vois, je suis venu 3 semaines. J'avais une copine, j'avais ma première voiture, je venais de me faire plaisir, etc. Là-bas. Et au final, j'ai tout lâché. Et il y en a beaucoup qui se demandaient qu'est-ce que je faisais, hein, honnêtement. Mais moi, je me suis donné en fait un timing. Je me suis donné 6 mois quand je suis revenu en Belgique, en me disant, j'essaye. J'ai un budget de 25 000 euros, j'achète une petite Clio, j'ai un appartement, etc. Et puis j'essaye, je vais voir. En début, c'était compliqué, hein. J'arrive, la banque, bonjour, vous avez de l'argent à blanchir? Non, j'ai pas d'argent à blanchir. Heureusement, tout était officiel. Du coup, ne montrez pas de blanche. Ok, pas de souci. Tu vas avoir des bureaux d'architectes, tu leur dis bonjour, j'ai 25 ans, je veux faire un projet immobilier, j'aimerais bien faire des appartements, mais par contre, je vous explique tout de suite, moi, la manière dont vous travaillez, c'est has-been. Moi, il va falloir faire de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là. Et si c'est pas autrement, je travaillerai pas avec vous. C'est clair? Là, du coup, 23 bureaux d'architecture, non, 24, 23 ou 24, je me souviens jamais. Et j'ai eu que 3 offres. Donc le reste, je me suis pris que des râteaux. Mais normal, je venais avec ma Clio. Bonjour, je veux faire des immeubles à appartements. J'arrive avec ma Clio, ma petite mallette déchirée et mon blouson. Et en fait, les gens, ils me prenaient pas au sérieux. Mais en fait, ça, c'est un problème en Belgique, que quand tu es jeune, tu as du mal à avoir de la crédibilité. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, quand tu es en Amérique du Nord, tu as 20 ans, que tu vas voir des centres commerciaux, dire ouais, moi, j'ai le concept qui va faire que ça va marcher, on va redynamiser cet endroit-là. Eh ben, ils vont te croire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de jeunes qui créent des startups, etc. Parce que c'est dans l'air là-bas, tu vois. Et en Belgique, en fait, tu dois d'office être vieux pour avoir la crédibilité, pour pouvoir faire de l'immobilier. Ouais. Mais c'est n'importe quoi, c'est un mythe. Surtout que tu vois ici en Belgique, de plus en plus de jeunes ont des bonnes idées, soit au niveau startup, même au projet IMO. Et ils ont beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais, c'est triste, comme tu dis. Alors, exactement. Et c'est là où, en fait, il faut être disrupteur. Ouais. On est sur un marché conservateur. À partir du moment où tu vas être disrupteur dans un marché conservateur, tu auras des bâtons dans les roues, c'est sûr et certain. Alors, moi, j'en ai eu pas mal. J'ai des photos de moi où j'étais en costard-cravate comme ça, j'ai pleuré, etc. Il faut savoir que tous mes amis sont au Canada. Moi, à ce moment-là, j'ai 25 ans. J'ai quitté la Belgique à 9 ans. Ça fait 16 ans que j'ai quitté. Oui, j'ai 2-3 amis qui m'ont accueilli. Et franchement, je leur en remercie parce que c'est grâce à eux que l'expérience a été un peu mieux. J'ai des amis qui venaient du Canada et on faisait des petits tours d'Europe, etc. Et je trouvais pas de terrain. Je trouvais un terrain, etc. J'allais sur Imoweb, etc. Je trouvais rien. Mais c'est quoi qui te motive à ce moment-là? Parce que, entre guillemets, t'as tout. Tu vois ce que je veux dire? Alors tout là, qui pourrait être bien au Canada. À ce moment-là, ce qui est fou, et je te jure, là même en ce moment, ça me donne des frissons. Parce que, si tu veux, des fois, je me rends pas compte par où je suis passé et quelle a été à ce point-là ma force de pouvoir se battre. Mais je pense que j'avais tellement cette envie de réussir à grandir rapidement dans un domaine que je voulais vraiment, parce que la restauration, ça m'a jamais plu en fait, in fine. Et aujourd'hui, je le dis haut et fort, clairement, je ne ferai plus jamais un restaurant de ma vie. Ne me demande pas de faire un restaurant, même gratuit, tu me le donnes, je n'irai pas. Parce que c'est un métier extrêmement compliqué et c'est vraiment pas facile de se développer. Et pour moi, le seul succès dans la restauration, c'est développer de la franchise, essayer d'avoir un super concept et développer une franchise et de rester vraiment en haut de la pile. Et l'opérationnel, le délégué à des franchisés, pour moi, c'est le seul modèle dans lequel je pourrais potentiellement aller un jour. Mais encore une fois, on n'est pas dans la restauration. Là, on est dans du développement de projet, dans la création. Ah ouais. Et moi, c'est ce qui m'anime le plus. Et par rapport, pour revenir à la force, je pense que j'étais tout seul dans mon appartement. Je sortais pas. J'avais une Clio. Tu te dis, à ce moment-là, en fait, ma vie, la facilité, c'était de retourner au Canada, d'aller travailler dans une banque, d'avoir ma copine, d'avoir mon appartement et finalement de me poser.
Mais en fait, j'ai jamais aimé être dans la routine. simplicité. Ouais. Et en fait, j'ai toujours aimé être dans le challenge et dans la difficulté. Et je pense que moi, c'est ce qui m'anime le plus. J'adore avoir des problèmes, même si ça m'embête. J'adore avoir des difficultés, même si ça m'embête. J'adore avoir des challenges, même s'il y a beaucoup d'étapes pour arriver à la finalité. Et j'avais des terrains, tu vois, j'ai l'urbanisme, je fais un avant-projet, et ils me disent non. Et puis même, j'ai des vidéos sur Snapchat où je dis je reviens à Montréal, tu vois, etc. Et c'est vraiment le voyage avec une amie qui m'a vraiment super inspiré. Elle est venue ici une semaine et elle m'a dit Melvin, je te connais, et c'est vrai, cette fille-là, je la connais depuis l'âge de 13 ans. Elle m'a dit Melvin, t'es pas un lâcheur, tu peux pas abandonner, tu peux pas lâcher. Ah ouais, là, elle te dit ça, à mon avis, ça doit te. Et quand on parle d'entourage, là, il faut bien se dire que je suis arrivé en janvier, on est au mois de mai. Hein. J'ai déjà prévu mon billet d'avion retour pour Montréal fin juin. C'est véridique, hein, tout ce que je dis. Et en fait, là, je me dis, voilà, faut trouver. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tu sais quoi, Imoeb, j'ai jamais trouvé un terrain. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, tiens, ceux qui recherchent que des terrains sur Imoeb, il n'y a que des nanars. Cherche pas, tu trouveras. Je vais pas dire que tu trouveras jamais, parce que ça, c'est faux. Mais après, ceux qui font du marchand de biens, etc., c'est différent. Je parle vraiment de promotion immobilière neuve. Attention, hein, parce qu'il ne faut pas mélanger en disant, tiens, Imoeb ne sert à rien pour l'immobilier. Non, non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Pour trouver des terrains pour faire de la promotion immobilière, des immeubles à appartements ou des lotissements de maisons, Imoeb, tu vas rarement trouver une bonne opportunité. Et pourtant, j'ai toutes les alertes et je regarde tous les matins, hein, peu importe le jour. Donc, moi, je veux toujours être le premier. Et j'ai jamais rien trouvé de concret. Et donc, ben, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tu sais quoi, moi, j'allais à l'école à Oui quand j'ai eu l'âge de 9 ans. Du coup, c'était la seule ville que je connaissais un peu. Et donc, ben, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? À l'ancienne, hein, Google Street View. Je regarde toutes les parcelles, je regarde les bons coins parce que je connaissais quand même les bons coins et je regardais toutes les parcelles qui étaient libres. Et là, je regarde. Ok, il y a celle-là à côté du numéro 1, telle rue. Ok. Je prends mon bâton de pèlerin, je prends ma Clio, je vais sur les routes, je prends l'adresse, ok, je vais toquer chez les voisins. Bon, est-ce qu'on peut avoir les coordonnées du propriétaire, etc. Et donc, j'ai commencé à faire mon bâton de pèlerin. Et parce qu'il y a un système qui est vraiment très mal fait en Belgique, c'est qu'en Belgique, on ne peut pas savoir les coordonnées du propriétaire foncier. En Suisse, tu peux. En France, tu peux pour les personnes morales, pas pour les personnes physiques. Oui, mais ça veut dire que tous les terrains qui appartiennent à des sociétés en France, avec un abonnement à 50 € par mois, tu as accès à toutes les données. Et pire que ça, quand tu vas sur les nouvelles plateformes qui existent aujourd'hui, qui sont mises à disposition, tu as aussi toutes les informations urbanistiques. Donc, tu sais ce que tu peux y faire. Et tu penses pourquoi en Belgique on peut pas faire ça? Parce qu'on est arriéré. Ah, juste pour ça? Ouais, bah en fait, à un moment donné, on a beaucoup d'argent public. Ouais. Mais maintenant, c'est pas dans les priorités, donc on ne le fait pas. Ouais. Comme on n'a pas de loi, par exemple, pour les mètres carrés bruts, les mètres carrés nets, il n'y a pas de loi ici en Belgique. Quelle est la loi Carrez en France? Pourquoi il n'y a pas de loi en Belgique? Pourtant, pour protéger les acheteurs, ça les aiderait. Au moins, tout le monde parle le même mètre carré. Ici, quand tu vas sur Imoeb, tu as des appartements avec, par exemple, des 100 mètres carrés. Tu ne sais pas si c'est brut, si c'est net, si les mètres carrés de terrasse sont compris. Tu ne sais pas s'il y a une mansarde. Exemple, en France, si tu as 80 cm de mansarde, ça ne peut pas être considéré dans les mètres carrés. Donc, si tu as 50 cm en largeur et que tu n'as pas encore 80 cm de hauteur, ce 50 cm-là, tu ne peux pas le compter. Mais tu sais, c'est bête, hein, mais 2 mètres fois 50 cm, ça fait 1 mètre carré. Et donc, à un moment donné, 1 mètre carré par 1 mètre carré par 1 mètre carré par 1 mètre carré, oui, mais à un moment donné, l'acheteur, il n'achète pas les mêmes carrés. L'avantage, en France, tu achètes à Paris ou à Marseille, tu achètes les mêmes mètres carrés. Et ça, c'est plus facile. Et donc, ici, clairement, je reprends mon bâton de pèlerin, je trouve un terrain, on me dit, tiens, ça appartient à la friterie du coin. Et je dis, ok, mais là, à ce moment-là, il est 6h un vendredi, puis on est fin mai, et là, je dis, ouais, tu sais quoi, je vais aller, mais je vais leur dire, moi, j'étais dans la restauration, je sais qu'il ne faut pas déranger des restaurateurs à 7h du soir un vendredi. Et donc, du coup, j'y vais, et puis je dis, bonjour, voilà, j'ai appris que vous avez un terrain, et il pourrait m'intéresser, est-ce que je pourrais vous voir demain? Puis ils me disent, oui, pas de souci, justement, on avait en tête qu'on allait peut-être commencer à le mettre en vente. Félicitations, mon destin arrive. Et du coup, effectivement, on pouvait faire en 10-12 unités. Et le lendemain, je les revois. Je trouve un accord une semaine plus
plus tard. Et en fait, c'est le 6 juin, je trouve enfin un accord pour mon premier terrain. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, mon destin, il s'est joué à 3 Parce semaines. que le timing, 3 Ouais, semaines. à 3 semaines. Donc en fait, là, je serais pas là aujourd'hui pour une histoire de 3 semaines. Donc là, tu as T'imagines? ton terrain, là, tu sais que tu vas pas repartir au Canada, quoi. Ouais, là, ben, je suis pas sûr, puisque moi, j'achète toujours des terrains sous réserve d'obtenir un permis. Ok. Donc ben là, je commence les démarches. Et puis ensuite de ça, finalement, je te passe un peu les détails. J'obtiens mon permis, je commence mon premier projet. Et là, c'est 10 appartements, c'est du côté de Oui. Et là, ben, l'idée, ça avait été de faire quoi? Plus beau, plus grand, 10% moins cher. 2 panneaux, une annonce ImoWeb. Là, il y avait pourtant 100 biens à vendre à Oui à cette époque-là. En 4 semaines, ça a été vendu. Véridique, 4 semaines, pas d'agence immobilière, etc. 10 appartements, fantastique. Je t'avoue que c'est mon record. Hein. J'ai jamais refait ce score-là depuis. Donc voilà. Mais on l'a fait et ça, c'était mon premier projet. Et donc, encore une fois, l'idée, c'était quoi? C'est adapter le projet par rapport à l'endroit. C'est-à-dire qu'on a des projets qui sont à vendre dans le coin. Qu'est-ce que je peux faire pour différencier mon projet par rapport aux autres? Alors, ça peut être par le prix, ça peut être par la qualité, par les spécifications, etc. Il y a plein de possibilités de se différencier. Quand on dit différenciation, c'est pas juste par le prix. Moi, pourquoi j'ai décidé de faire 10% moins cher? Parce qu'il y en a souvent, ils me le demandent, mais si tu fais de la qualité, Melvin, pourquoi tu vends moins cher? Alors, moi, elle est simple. L'explication et la réponse, elle est très simple. C'est que quand tu es jeune, que tu n'as pas, tu n'es pas qatari, les fonds ne sont pas illimités. Et donc, en résumé, moi, c'est pas si je dois vendre, mais dans quel timing? Parce que moi, en gros, quand je livre, tout doit être vendu pour que je récupère mes billes, pour mettre dans le suivant, et ainsi de suite. Donc, si j'ai 3 appartements qui dorment, j'ai tout mon profit qui est bloqué, en fait. Ouais. Je récupère juste ma mise de fonds, mais je suis pas plus avancé. Donc, les gars qui me disent, clairement, voilà, moi, non, moi, je vends à ce prix-là, c'est pas autrement. Mais t'es bête ou quoi? T'as 500 000 euros qui dorment. 500 000 euros. Imagine, tu les remets dans un autre projet. Boum. En un an, tu vas aller gagner 200. Et toi, là, t'es en train de me dire que tu te prends la tête pour les garder pendant encore un an? Les calculs sont pas bons, Kevin. Ouais. Donc, à un moment donné, réfléchis. Et moi, ça a toujours été optimisation, optimisation, optimisation. Et ça vient de quoi, en fait? De mes fromages, de mes coûts dans les restaurants. Et c'est là où, en fait, des fois, je dis à certaines personnes, toute expérience est bonne à prendre. Et en fait, même si tu es dans l'immobilier, il faut pouvoir utiliser tes connaissances que tu as pu acquérir aussi bien à l'école que par ton entourage, que par ton expérience passée. Et ça, les gens l'oublient souvent, mais mon expérience en restauration d'un point de vue RH me permet de me comporter de manière différente aujourd'hui auprès de mes employés, auprès de mes sous-traitants. D'un point de vue optimisation, négociation des achats, ben, comme je faisais déjà la négociation à 17 ans, ben, en faire à 31 ans, pour moi, c'est comme un jeu. J'adore ça. Donc voilà. Mais si tu n'en as jamais fait, c'est clair que pour toi, ça va être peut-être l'élément le plus difficile à faire. Mais encore une fois, c'est de l'apprentissage, il faut apprendre, etc. Tu vas chez un marchand de carrelage, il te dit, voilà, moi, je te vends à 20 euros le mètre carré. Mais tu le connais, le gars? Non, c'est ton meilleur ami? Non, on s'en fout. Même si ton meilleur ami, en fait, on s'en fout. Ok, moi, je te l'achète à 15 euros le mètre carré. Tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, etc. Oui, mais écoute, moi, on va faire un contrat, je vais t'en acheter autant, etc. Je vais t'expliquer que c'est moi, je suis capitaine de mon TGV, là, je suis à la gare, t'embarques dans mon wagon. Sinon, moi, dès que je suis parti, je t'attends pas à la gare suivante, ça va? Et à un moment donné, bah, à eux de prendre le pli. Après, il va peut-être te dire 18. Bah, tant mieux, t'as gagné 2 euros. 2 euros fois 1000 mètres carrés, bah voilà, t'as gagné 2000 euros sur ta journée. Voilà, comme je dis souvent, je gagne pas encore 2000 euros la journée. Donc, bah, ici, à un moment donné, bah, tout est bon à prendre. Ce matin, bah, c'est 10 000 euros d'économie, tu vois. Ah ouais. Enfin voilà, ici bah, voilà, ce matin, je passais sur un chantier. On s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas besoin de déplacer les raccordements existants du bâtiment qu'on a démoli. Donc, c'est finalement, c'est un impétrant pour le gaz, c'est un impétrant pour l'électricité, c'est un impétrant pour les raccordements à l'égout. In fine, c'est 10 000 euros. Et en définitive, bah, voilà, je suis passé 15 minutes sur le chantier. Et mon gestionnaire est passé juste après. Et clairement, c'est le genre de truc qu'il aurait dû voir, tu vois. Donc, on va avoir une discussion avec ça. Mais parce que, clairement, c'est dans le but de justement
améliorer les choses, améliorer les process, et améliorer l'optimisation finalement. On est toujours dans l'optimisation. Ouais, c'est ça. Et alors, pareil dans la création de bâtiments, tu vois, quand tu fais des bâtiments aujourd'hui, moi, je me pose pas la question de savoir qu'est-ce que je ne dois pas faire. Je me pose la question, à cet endroit-là, qu'est-ce que je dois pouvoir offrir comme produit, à quel prix et qu'est-ce que je dois proposer pour pouvoir arriver dans ce budget-là, etc. Et à l'heure actuelle, moi, j'ai mis plein de choses en place qui me différencient par rapport à d'autres promoteurs. Notamment, tu vois, le deuxième projet, ça a été un projet en bord de Meuse. Eh ben, typiquement, quand je parlais des femmes qui achetaient les appartements, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis des dressings. On a mis des caves à vin dans les cuisines. Je bois pas de vin, je bois pas d'alcool. Elle sert à rien, la cave à vin. J'explique. Mais d'un point de vue commercial, tu es le seul à pouvoir dire on a les caves à vin. On a mis des vélos électriques. On a mis des trottinettes. Commercialement, c'était super. Première assemblée, les ont tous bénés. Mais moi, je m'en fous qu'ils aient fait ça. D'un point de vue commercial, on est le long de Ravel, tu offres des vélos électriques, des trottinettes, etc. Ça fait bien. Maintenant, ils en sont... Voilà, ils les ont pas utilisés. Tant pis. Bah voilà, c'est pas grave. Maintenant, est-ce que je les propose encore? Énorme, quoi. Mais voilà, et à un moment donné, il faut pouvoir offrir des choses des fois différentes. Tu vois, exemple, augmenter les hauteurs sous plafond. Ça ne te coûte pas plus cher de les augmenter de 10 cm. Par contre, l'impression en termes clairement de surface en mètres cubes. Ah, ça paraît plus en direct. Mais exactement. Ah, oui. Or, combien ça te coûte? Ça te coûte 10 cm de plafonnage. Et en fait, le bloc, quand tu rajoutes 10 cm, tu ne dois pas le recouper. Donc, les maçons gagnent du temps. Il est où le problème? 10 cm de plafonnage? Tu m'embêtes pour 10 cm? Ça, c'est un bon tip, ça. Tu vois? Mais il y a ça, mais il y a plein de choses. Il y a l'acoustique, il y a par rapport au châssis, tu vois. Châssis, des fois, j'ai des architectes qui me disent ah, Melvin, on va faire 2,50 m. Ben non, on fait 2,20 m. 2,20 m, c'est plus du standard que 2,50 m. Pareil pour les dimensions, les hauteurs, etc. Et donc, finalement, analyser. Encore une fois, c'est connaître les règles du jeu et comment jouer avec les règles. C'est toujours la même chose. Et finalement, dans l'immobilier, il faut clairement pouvoir, si tu veux être très fort par rapport à tes concurrents, il faut que tu puisses apporter un produit qui va être différent. Et moi, à l'heure actuelle, là où je vais vraiment me différencier de 2025-2026, c'est que d'un point de vue commercial, déjà, on est très fort. On a des bureaux de vente qui sont plus luxueux que nos concurrents. Du coup, quand tu arrives chez nous, tu te dis, en fait, tu as l'impression que tu achètes un appartement à Knock, alors qu'en fait, tu achètes un appartement à 250 000 euros. Mais l'image perçue, c'est qu'on est sérieux, on est professionnel. J'ai vu typiquement un promoteur immobilier dans la région de Provence-de-Namur proposer un immeuble de très haut standing. Déjà, c'est très haut standing, avec des cuisines à 4 500 euros, bref, je passe les détails. Ils mettent une cabane de vente de 3 mètres sur 2 mètres en plein milieu du terrain avec des herbes qui sont 3 mètres de hauteur et dedans, ils mettent des meubles Ikea. Et ils vendent des appartements à 400 000 euros. Est-ce que c'est cohérent? Ah non, pas du tout. Est-ce que tu as une crédibilité? Non. Pourtant, le promoteur, je peux te dire, ça fait des années qu'il existe. Hein. Ah ouais? C'est pas 6 ans. Hein. Des années. Hein. Ah, tu parles justement qu'il y a une crise des promoteurs sur tes posts LinkedIn où tu dis que y a une énorme crise, et on en parlait justement l'autre jour. C'est que du coup, dans la tête des gens, on a l'impression que l'immobilier, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Au final, toi, tu prouves que pas du tout, quoi. C'est juste une question de se renouveler, d'innover, de comprendre. D'avoir le bon produit au bon endroit, dans le bon timing. Ouais. Tu sais, les food trucks, là, je parlais, pour revenir avec un lien avec la restauration, c'est une question de timing. Hein. Je l'ai fait au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Là, ce que je fais dans l'immobilier, c'est peut-être le bon timing, le bon endroit, etc. Peut-être que ce ne sera pas le cas dans 5 ans. Ouais, il faut s'adapter. Ouais, faut s'adapter. Et en fait, moi, je m'adapte en permanence. Tu vois, les 3 phrases que je t'ai dit du début, c'est plus ce qu'on va faire en 2025 et en 2026. Mais ça, j'y ai déjà anticipé depuis 1 an. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, on va vraiment aller très loin dans l'expérience client. Donc, on a des bureaux de vente superbes. On a une commercialisation superbe. On a des visuels 3D du Seigneur. Maintenant, ce qu'on va avoir, on va avoir un configurateur 3D, comme les configurateurs de voitures, où en fait, tu vas avoir la maquette de l'appartement. Tu vas avoir également les 3 formules de finition, confort, supérieur, premium, avec accès à l'intérieur de ces formules
un panel d'options qui va être différent finalement en fonction de la finition que tu vas choisir. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir prendre ta finition, tu vas pouvoir prendre également ton pack et pouvoir choisir vraiment intégralement tout ce que tu as envie et l'avoir en 3D, en live, sur ton ordinateur. Et en fait, tu vas avoir ton budget in fine au bout du programme, ce qui te permet finalement de constituer ton appartement comme tu le désires en fonction de ton budget, en ayant le 3D en live en fonction de tes choix. Et ça, c'est fantastique. Ça n'existe pas en Belgique encore. Non, ça n'existe pas. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Ça sort ici en février. Donc ça, c'est vachement chouette. Ouais. Et alors, on va même aller plus loin. Tu vois, on a ici, je fais des entrepôts, j'en ai un de libre. Je dis, ouais, qu'est-ce que je fais avec cet entrepôt Vas-y, je vais le louer, etc. Non, je me suis dit, non, j'ai pas envie. Et là, j'ai trouvé une idée. Ça n'existe pas en Wallonie. Là, je peux pas encore en parler parce que là, on est vraiment au début. Normalement, ça va, si ça se fait, ce sera pour cet été 2025. Mais là, en fait, c'est pour rendre l'expérience client à un autre niveau de manière immersive. Et en fait, on se rend compte que ta différenciation, tu vois, elle peut être aussi bien dans la personnalisation client qu'elle peut être dans le prix que dans ton produit, etc. Maintenant, c'est clair que si tu arrives à avoir le bon produit, bon endroit, avec la bonne commercialisation, avec un suivi client, une personnalisation client, etc., au bon prix, honnêtement, si tu n'arrives pas à fonctionner, c'est qu'il y a un autre paramètre que tu n'as pas maîtrisé, mais c'est pas normal. Et donc, voilà, moi, à l'heure actuelle, ma plus grande force, c'est de maîtriser un maximum de paramètres. Et en fait, ça vient dès le départ du projet. La conception du projet, c'est 70% du projet. Si ton projet il est mal conçu, s'il est mal ficelé ou s'il y a des coûts qui sont trop importants, ben c'est clair que in fine, dans tes prix de sortie, ils vont être répercutés. Mais ça veut dire que si ton projet il est mal ficelé dès le départ, tes prix de sortie seront trop élevés, donc tu ne vends pas projet échec. Mais il vient de toi-même, le problème. Et ça vient de l'acquisition du foncier aussi. Ça vient du choix de l'architecte. Ça vient de l'étude d'ingénieur. Ça vient de la manière dont on optimise un projet, etc. Et donc, tout ça rentre en ligne de compte. Ouais, et toi, tu maîtrises tout, ouais. Et en fait, je pense que je ne maîtrise pas encore tout, mais j'essaie de maîtriser un maximum pour me diriger, en tout cas, dans la bonne direction en fonction des projets. Et tu sais, dans les 2-3 dernières années, le marché nous a prouvé dans l'immobilier qu'il fallait avoir une très grande capacité à s'adapter à la situation à laquelle on fait face. C'est-à-dire, on a eu le Covid. Covid, qu'est-ce que les gens ont voulu? Des grands espaces extérieurs. Ben, fais des grands balcons. Mais par contre, je vais donner un tips. Et ça, c'est véridique. Pour tous ceux qui nous regardent, c'est un détail stupide pour lequel, en fait, on n'apporte aucune plus-value, mais qui, en termes de coût de construction, nous amène des gains. Vous avez des balcons, vous avez 10 appartements. Faites le même moule. Parce qu'en fait, ton premier moule te coûte, par exemple, 3 000 €. Le reste, ce n'est que du béton et de la ferraille. Mais donc, en fait, si tu as 10 balcons avec 6 moules différents, tes balcons, ils vont te coûter 2 fois plus cher que moi. Pourtant, moi, je vais te faire des aussi grands balcons. Je vais te faire des 10 mètres carrés. Toi, tu vas avoir des 10 mètres carrés. Mais si t'en fais un en trapèze, l'autre en losange, l'autre en rectangle, l'autre en rond, etc. Mais en fait, c'est pas les mêmes moules. Donc, plus tu vas dans le préfab, plus tu as de moules différents, plus tu vas payer cher. Pareil, moi, mes cages d'escalier, c'est le même moule pour tous les escaliers. C'est le même balcon pour tous les apparts du projet. Point barre. Et ça, tu vois, c'est typiquement une économie d'échelle qu'on va faire. Mais est-ce que là-dessus, je me suis battu pour ça? Non, j'ai juste dit à l'architecte, tu mets le même moule. Point. Ça a duré quoi? 5 secondes. Ouais. Et donc, à un moment donné, mais pour ça, il faut encore aller chez son fournisseur, savoir que, tu vois, en utilisant le même moule, finalement, on utilise le même coffrage, etc., etc., etc. Et donc, voilà, je pense que les gens ont souvent cette image de promoteur immobilier, d'arriver en costard-cravate avec son Porsche Cayenne, et voilà, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un vrai métier à part entière, et tu peux bien gagner ta vie, c'est clair. Mais comme dans tous les métiers, tu sais, il y a beaucoup de métiers où tu gagnes très bien ta vie, mais fais-le correctement,
différencie-toi et apporte de la valeur ajoutée. Et donc, aujourd'hui, tu vois, avec notre configurateur 3D qu'on va sortir pour nos clients, clairement, c'est une différenciation commerciale. Et là, j'ai pas peur de le dire, ça nous a mis 1 an à le développer. Donc, celui qui veut nous rattraper, il peut. Ah ouais. Mais ce que les gens ne comprennent pas non plus dans certains extraits vidéo, c'est que toutes les informations qu'on va dire sur la place publique, elles sont déjà une guerre en retard. Pourquoi ? Parce que si je le dis publiquement, c'est que, entre guillemets, moi, je suis déjà en train de penser à après. Ouais, ouais. Et j'ai déjà l'idée d'après. Donc, copie-moi, vas-y, avec grand plaisir. Comme ça, je suis sûr que tu es une guerre en retard. Donc, à un moment donné, c'est la créativité, c'est son cerveau qui vont faire fonctionner. Alors, la créativité, on la trouve où, finalement ? On la trouve dans des livres. Et c'est là où, tu vois, les réseaux sociaux peuvent avoir des bienfaits. Moi, les réseaux sociaux, je les utilise pas pour regarder les filles à Dubaï sur des plages ou que sais-je. Non, regarde-les pour avoir des bâtiments innovants, pour avoir des idées, pour avoir des choses, etc. Utilise Pinterest pour de l'aménagement intérieur, etc. Très bonne, ouais. Et donc, à un moment donné, utilise les outils qu'on a à notre disposition de manière intelligente. Utilise ChatGPT aussi, si tu as besoin. J'utilise tous les jours pour que ce soit pour répondre à des emails, que ce soit pour des questions en disant bah tiens voilà j'ai ça à optimiser, etc. Est-ce que tu peux me pondre quelque chose ? Alors il va me pondre quelque chose qui des fois qui correspond pas à ce que je veux, mais s'il y a une idée qui est intéressante, eh ben prenons-la. Et puis au final la multitude de ces petites idées fait en sorte que tu as ta différenciation aussi. Et donc je viens d'expliquer finalement qu'il y a moyen d'avoir plusieurs sources de différenciation possibles et qu'elle n'est pas unique. Et je pense que dans l'IMO, il faut pouvoir être clairement différent. Et moi, je me considère comme un promoteur immobilier différent qui a une manière de faire et une manière de voir les choses de manière différente que les autres. Mais justement, c'est ce qui fait ma différenciation parce que je le fais sous différents aspects, que ce soit commercial, économie d'échelle, manière d'acquérir du foncier, etc., etc. Et donc, à un moment donné, c'est ce qui nous pousse finalement à devenir meilleurs. Et à un moment donné, c'est à ce moment-là où les gros commencent à te regarder. Tu sais, il y a 3 semaines, j'étais chez un des plus gros promoteurs en Wallonie. Malheureusement, je ne peux pas le mettre sur les réseaux sociaux, je ne peux pas le mettre sur les choses, etc. Mais ces gars-là aimeraient bien s'associer avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas leur force de frappe. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand tu deviens un gros promoteur, tu as énormément de charges fixes. Qui dit énormément de charges fixes dit tu es capitaine d'un paquebot. Si l'iceberg est devant, tu fonces droit devant si tu n'as pas anticipé. Moi, là, à l'heure actuelle, je suis capitaine de mon petit bateau. Donc moi, je fais gauche-droite. Et je m'adapte. Et je m'adapte à l'endroit, je m'adapte au timing, je m'adapte au type de projet que je veux faire. Point barre. J'ai envie de faire du super luxe à tel endroit parce que l'endroit me le permet. Je suis en bord de Meuse, je suis près de Jambes, etc. Je peux le faire. Je suis avisé, tu peux le faire. Par contre, je ne vais pas aller faire du entre guillemets, de l'accessible en bord de Meuse. Par contre, je suis en cœur de centre-ville. J'ai peut-être une rue qui est peut-être un peu moins glamour, etc. Ben, tu sais quoi, je vais faire un projet accessible. On va s'adapter. C'est pas grave. Mais il faut pas avoir un ego de se dire, moi, je fais que du haut de gamme parce que moi, tu vois, je roule en Porsche Cayenne. Ouais. Voilà, j'ai le costard. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Moi, j'ai ma Cliquely. T'as une autre belle voiture. À un moment donné, on n'est pas là pour se la péter. T'es là pour travailler. T'es là pour te dépasser. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis, il faut pouvoir rester humble dans la réussite. Bien sûr. Et en fait, que tu réussisses que tu fasses XCA ou autant de CA, on n'en a rien à cirer. En fait, c'est la personne qui reste qui est importante pour moi. Et pour moi, rester une bonne personne très accessible, c'est une de mes priorités. Et finalement, avoir un chouette équilibre entre le privé et le professionnel, c'est ma priorité numéro 1. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs oublient aussi. Parce que le bon entrepreneur, quand on parle un peu d'entrepreneuriat, c'est pas celui qui va juste réussir dans le business. Pour moi, l'entrepreneur qui réussit uniquement dans le business, en fait, il a tout faux. Pourquoi ? Parce que pour être un entrepreneur épanoui, il faut clairement pouvoir avoir un chouette équilibre entre ton privé et ton professionnel. Et celui qui n'est pas capable d'avoir cet équilibre, ben finalement, il est mauvais. Et donc, ça, c'est clair qu'il faut pouvoir en avoir conscience. Moi, tu sais, réussir dans la vie, c'est une chose, mais avoir plus de zéros dans le compte ou être le plus riche du cimetière, on n'en a rien à cirer, tu vois. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. C'est vrai que moi, je dis souvent, il y a une différence entre la liberté et le confort, tu vois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout moi, je suis dans le business en ligne, le marketing digital, etc. Ouais. Et tu vois beaucoup qui cherchent
ce qu'ils pensent, c'est de la liberté, donc plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Au final, c'est le confort qu'ils cherchent. Et la vraie Ouais. liberté, quand ils rentrent chez eux à la maison, qu'ils ont personne, ou une escorte de Dubaï, comme on dit souvent, ça sert à rien au final, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup qui font du cinéma avec l'entrepreneuriat, avec ci et ça. Mais humainement, derrière, il y a plus rien, quoi. Et C'est un un, vrai décalage. c'est un des gros problèmes et je pense que les gens ont envie de voir des personnes authentiques Exactement. aujourd'hui, ont envie de voir la vraie réalité derrière. C'est-à-dire que non, c'est pas les paillettes, c'est pas la finalité qu'on a envie de voir. On a envie de voir quelles ont été les étapes, quelles ont été finalement les embûches pour pouvoir arriver à cette finalité. Et moi, c'est ce que j'essaye de démontrer depuis tout récemment. Et clairement, je pense que ça apportera beaucoup plus de valeur dans le temps. Et encore une fois, ça dépend de la cible que tu recherches. Moi, j'essaye de montrer du contenu qui est vrai. Pourquoi ? Parce que demain, mon audience peut devenir un potentiel acquéreur pour des appartements accessibles, par exemple. Et donc, moi, mon but n'est pas de montrer que voilà, je suis là, etc. Et non, je suis pas comme ça. Et d'ailleurs, quand je vais au restaurant, je mets jamais de story. Quand je suis en voyage, j'en mets le minimum possible. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça, c'est pas l'image que j'ai envie qu'on ait de moi. J'ai pas envie qu'on ait l'image de moi. Bonjour, Melvin, il va dans des grands hôtels, machin. Non. Et c'est même pas la réalité en plus. Parce que je reste une personne simple. Et à un moment donné, je sais d'où je viens. Je sais qu'il y a 6 ans, j'étais avec ma clique dans mon appartement de location et qu'il y avait personne pour m'aider. Et qu'on le veuille ou non, c'était il y a 6 ans. Alors c'est clair qu'il y a 6 ans, à ce moment-là, j'avais pas rien puisque j'avais 20% des parts du groupe que j'avais vendu au Canada. Mais tout ça, en fait, ma jeunesse, c'est clair que j'ai eu une partie de ma jeunesse que je n'ai pas pu vivre de la même manière que d'autres. Ouais. Est-ce que pour moi, ça, c'est un échec ? Absolument pas. Parce qu'en fait, j'ai toujours vécu la vie que j'avais envie de vivre. Et donc, à ce moment-là, j'avais envie d'essayer en Belgique. Je l'ai fait. Eh ben, je suis content de l'avoir fait. Demain, j'ai envie d'aller habiter au Canada. Je te promets, demain, j'irai habiter au Canada. C'est comme ça. C'est voilà, à un moment donné, il faut vivre la vie qu'on a envie. Et tu sais, il y en a d'autres. Il y en a un qui disait, il y en a qui réussissent dans la vie et il y en a qui réussissent leur vie. Ouais. Eh ben, tu sais quoi? Moi, ça m'intéresse de réussir ma vie et pas de réussir dans la vie. En fait, réussir dans la vie, c'est quoi? C'est professionnel, c'est monétaire, c'est financier, c'est machin. Est-ce que ça te fait toi une bonne personne? Non. Est-ce que ça te fait toi une personne qui est heureuse avec sa famille, qui est épanouie? Non. Par contre, réussir ma vie, c'est quoi? C'est réussir professionnellement, être la meilleure version de moi-même, avoir la meilleure femme possible, avoir les meilleurs enfants, la meilleure éducation possible que je peux leur offrir, entre guillemets, qui soit le mieux possible, pouvoir vivre de ma passion, les voitures, les voyages, etc. C'est ça, réussir ma vie. Et moi, c'est ce que je souhaite. Et donc, en réalité, quand je dis que je veux pas devenir le plus grand promoteur, c'est que on verra là où ça va nous amener. On verra, entre guillemets, si demain, on pourra faire plus. Mais si je ne sais pas faire plus parce que ça a trop de contraintes sur ma vie, eh ben, je ne le ferai pas. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient. C'est que moi, en fait, je reste comme je suis. Mais attention, quand je te dis ça, on a l'impression que je vais m'asseoir dans mon fauteuil et tout. Non, non, non. Je vais me battre pour que ça se fasse. Si ça se fait pas, c'est pas grave de reculer ou à un moment donné de stagner. Mais c'est juste qu'à temps de trouver les bonnes personnes pour passer au step d'après. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même dans l'immobilier, il faut y aller step by step. Ouais. Et il faut pas brûler les étapes. Commence par un petit projet de 2 ou 4 unités dans le neuf. Moi, quand il y en a qui me demandent qu'est-ce que je peux faire pour me lancer, c'est clair que tu as besoin d'une mise de fonds. Ta mise de fonds, sans mise de fonds, dans l'IMO en neuf, c'est impossible. Il faut 25% de ton budget de ta construction. Donc voilà, si ta construction, on va dire pour 4 appartements, te coûte 600 000 euros, si tu n'as pas 150 000 euros en liquide à déposer à la banque, c'est très compliqué de commencer. Et moi, sincèrement, si je n'avais pas eu le montant des 20% au départ, je n'aurais jamais pu commencer dans l'immobilier. Et donc ça, c'est quand même une donnée importante de dire, oui, tu peux commencer dans l'immobilier avec 0 euros, arrêtez de regarder toutes ces carabistouilles, c'est impossible. Enfin, c'est clairement pas possible. Soit tu as un héritage, soit tu as travaillé de la force de tes mains, tu as mis de l'argent de côté, etc. Par contre, des gens qui ont 150 000 euros contre 30 ans, j'en connais. Il y en a peu, mais j'en connais. Ouais, et après, tu vas faire tes 4 appartements. Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pendant 1 an ou pas? C'est une question à se poser. Ouais, ça, il y en a beaucoup qui devraient se poser cette question. Ouais. Oui, mais alors,
est-ce que j'ai 150 000 euros, je vais l'investir ou je vais prendre une M3 à crédit, une BMW M3 à crédit pour faire le beau à Liège, etc. C'est une question de priorité. Toute la vie, ta vie est une question de choix. Moi, tu vois, j'ai décidé de mettre de côté à un moment ma vie de jeunesse pour pouvoir être dans le business, etc. J'ai décidé aujourd'hui de vendre toutes mes voitures pour remettre de l'argent dans du foncier, dans des nouveaux projets. C'est une question de choix. J'aurais pu dire, je fais un projet par année, je fais pas mes entrepôts, je fais pas mon nouveau siège, je fais 10 appartements par année, je m'amuse avec mes voitures et ça. J'aurais pu. Mais est-ce que c'est ce que je voulais là, maintenant? Non. Donc, du coup, ben, j'ai décidé de faire un sacrifice. Et j'ai tout vendu. Mais en fait, c'est une question de choix. C'est moi, c'est mon choix. Mais par contre, ben, quelqu'un qui va faire un crédit avec sa BMW M3 et qui va pas investir dans l'IMO, qui vienne pas se plaindre dans un an, qu'il a rien. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais c'est ce qu'on voit trop sur les réseaux aussi, notamment. Et tu parlais de pouvoir s'adapter. Ouais. Tu parlais de livres, d'Internet, etc. Est-ce que toi, tu portes beaucoup d'importance au réseau, tu vois? Est-ce que tu fais des séminaires, tu rencontres des gens ou pas, tu vois? Alors, en fait, je dirais pas les réseaux, l'entourage de manière générale. D'accord. Moi, tu sais, il y a 2 ans, en fait, j'étais pas sur les réseaux. J'avais personne, pas de contact, parce que comme je revenais en Belgique, moi, j'ai travaillé comme un malade dans mon deuxième projet, là, les 31 logements. Et du coup, bah, il y a rien à faire. En fait, j'étais coupé de ce monde. Et en fait, quand je suis sorti, j'étais limite en burn-out. Et donc, bah, j'ai voulu m'ouvrir. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur les réseaux. J'ai commencé à m'ouvrir. Tu sais, au final, LinkedIn, ça fait 1 an que je suis dessus, même pas. Les réseaux, bah, c'est tout récemment que j'ai vraiment décidé de développer. Au niveau de tout ce qui est nos campagnes, méta, etc., d'un point de vue accès habitat promoteur, c'est que depuis avril ou mai l'année dernière qu'on a vraiment commencé à mettre la patate. En fait, je suis pas, ça fait pas si longtemps que ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, et ensuite de ça, par contre, il y a une chose que j'ai compris, c'est que ton entourage, c'était indispensable. Pourquoi? Parce que le jour où tu as un problème avec Reza, si tu as un contact qui est chez Reza, ouais, ça peut aider. Tu as un contact avec l'urbanisme. Oh tiens, t'as pas un ami qui est chefin, machin, qui fait partie collège. Ah si, ah ben, au moins j'ai déjà une voix. Ah bon, tu connais pas un autre? Ah si, ben, j'ai 2 voix. Ouais, mais ils sont que 7 dans les collèges. Donc bon, si tu as déjà 3-4 voix, ben, tu as la majorité. Mais non, mais c'est con, vrai. mais c'est vrai. Donc l'entourage, c'est très important. Et donc ça, et donc faire partie de réseaux d'entrepreneurs, ça peut vraiment répondre à pas mal de questions de manière beaucoup plus rapide. Notamment, je fais référence à Ultra. Je pense que quand tu rencontres des gens qui sont dans Ultra, tu peux gagner 3 ans en 2 séminaires. Je ne suis pas payé à la commission, je suis même pas actionnaire d'Ultra, enfin, je suis pas payé pour le dire. Je suis là pour le dire en tant que participant. Ok. Tu vois. Et ça, en fait, les gens sous-estiment le fait de devoir payer pour avoir accès Ouais. à l'information. Mais l'accès à l'information, si tu payes 10 000 euros pour avoir accès à l'information, mais que ça t'en rapporte 30, il est où le problème? Ah, bien sûr. Et ça, c'est souvent le problème de certaines personnes, c'est qu'ils vont tout de suite être rats dans leur attitude. Ouais, où ils veulent un résultat directement. Oui, et- mais c'est comme dans le marketing. Ouais, Est-ce bah que oui. tu auras un résultat rapidement? Jamais de la vie. Il n'y a personne qui va te le garantir. Maintenant, encore une fois, si tu n'essayes pas, tu sauras quelque chose. Au pire, même fais quelque chose maison, à la base. Même essaye maison. C'est pas grave. Essaye quelque chose. Ouais. Par contre, les contacts, ça coûte rien. Aller dans des soirées, ça coûte pas grand-chose. C'est 20 euros l'entrée, c'est machin, etc. Et il y en a beaucoup. Il y a le B19, t'as Ultra, t'as plein de soirées de la construction, etc. Tu peux pas dire qu'il y a pas. Moi, il y en a tellement que j'arrive pas à y aller. Et donc, à un moment donné, c'est. Enfin, voilà. Et encore, moi, j'estime que je connais pas grand monde. Donc voilà. Et j'y vais toujours pour connaître toujours plus de gens, tu vois. Maintenant, après, je choisis aussi mes événements. J'essaie d'aller dans les tout bons. Et ceux où il y a la foule qui sont là juste pour boire des bières, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment soit je vais voir des super personnes, entre guillemets, ben là, ça m'intéresse. Mais sinon, si c'est juste pour galvauder, ça m'intéresse Ouais, pas. il faut que tu puisses aussi échanger avec des personnes qui peuvent vraiment t'apporter des choses. Il y a aussi beaucoup de séminaires business, hors immobilier. T'as 80% des gens, T'as plein de charlatans. ils ont rien fait ou ils sont là pour Ouais. te recruter dans Oui, des trucs. ou alors ils sont là pour se vanter alors qu'ils ont Ouais, rien voilà. fait aussi. ça. Et donc, il faut aller vers la vraie source d'information. Comme sur Internet, tu dois avoir clairement un regard critique sur l'information qu'on te donne sur Internet. Tout à fait, ouais. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont pas bien du tout.
Et je pense que c'est comme l'usage des réseaux sociaux. Si tu le fais à bon escient, c'est très utile. Si tu le fais à mauvais escient et que tu fais juste screener pendant 2 heures durant ta pause de midi parce que tu as que ça à faire, bah, tant mieux. Moi, j'ai pas le temps de regarder téléfoot, j'ai pas le temps de regarder automoto. Pourtant, j'aimerais bien. Mais j'ai pas le temps parce que le matin, il y a qu'une chose qui m'anime, c'est travailler le matin pour finir à 10 heures et ensuite avoir toute ma journée avec la petite famille. Et puis finalement, moi, c'est ça qui m'anime. Et le soir, s'il faut que je refasse 3-4 mails avant lundi matin, bah, je l'ai fait. Et au final, bah, j'ai fait mon temps professionnel, j'ai fait mon temps en privé. Ma journée est parfaitement gérée. Et ensuite de ça, je fais mon sport la semaine. Et finalement, bah, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et c'est là où avoir cet équilibre, c'est très dur C'est aussi. important, ouais. Et en fait, quand tu as cet équilibre, niveau mental, Ouais. tu as une force inouïe. Et en fait, après, personne ne peut t'arrêter. Il y a personne. Donc toi, tu peux te dire aujourd'hui que tu es complètement aligné avec qui tu es réellement et ce que tu fais, quoi. Non, je suis en bonne voie, T'es en bonne voie, ok. mais Ouais, ça, j'estime c'est bien. que je dois encore m'améliorer sur certains points, etc. Et après, de temps en temps, des fois, tu te donnes des objectifs aussi, tu vois. Par exemple, il y a un événement ultra début mai, face aux autres, tu vois, tu as envie d'être la meilleure version de toi-même. Donc, tu fais Ouais. du sport, tu fais attention à ce que tu manges, etc. Mais voilà. Ouais, c'est une perpétuelle évolution, ouais. Et encore une fois, c'est réussir sa vie, donc devenir la meilleure version de soi-même. Maintenant, est-ce que je suis bien là à l'heure actuelle? Est-ce que je suis heureux au moment où tu me dis oui? Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même selon moi? À améliorer. Donc pourquoi? Parce que c'est toujours dans l'optique de devenir la meilleure version de soi-même. Alors tu vas me dire où est-ce que ça va s'arrêter? Où est-ce que tu vas vraiment être pleinement épanoui? Bah, je pense que j'ai 31 ans, donc voilà, je peux pas dire à 32 ans bonjour, je suis la meilleure version de moi-même. Enfin voilà. C'est vrai, ouais. Non, Ça tu vois. toute une vie au final. Voilà, c'est un travail toute une Ouais. vie. Par contre, si je suis capable de dire à 55 ans, moi je suis parfaitement heureux, je suis parfaitement aligné avec mon mode de vie et parfaitement aligné avec tous mes business qui ont été délégués, etc. Moi je dis, tu sais quoi, bravo. Ah ouais. Donc, Et t'as un projet, peut-être un rêve, soit dans l'immobilier ou autre, tu vois, ou vraiment un projet que tu aimerais bien, on va dire, c'est ton prime de projet, tu vois, projet ou immobilier ou pas, tu vois. Il y a un ouais, truc que tu vises. ouais, être présent dans plein de pays. Ah ouais, j'allais te poser la question justement à l'international. Mais ici, je développe pour le moment ici un pays à l'étranger. Ok. Donc là, on est en fond dedans. On est en train de rechercher les terrains. Là, ici, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui écoutent le podcast du coup et qui me suivent, bah, dans 2 semaines, ils sauront où c'est. Parce que Incroyable. j'y vais dans 2 semaines. J'ai déjà été en décembre et tout ça. Mais et là, bah, typiquement, c'est avec un très bon ami maintenant qui est dans Ultra. Ok. Ah, comme Donc, quoi, très important. quand on parle de l'entourage, ben, clairement, Ultra m'a apporté l'achat d'un terrain la semaine dernière, un partenaire dans un pays étranger. Voilà, si j'avais pas été dans Ultra, il n'y aurait pas tout ça. Donc, à un moment donné, quand je dis que c'est rentabilisé, bah voilà. Maintenant, est-ce que ça a son coût? Oui. Maintenant, c'est toujours la même histoire. Quel est son retour sur investissement? Et encore une fois, moi, tu vois, ça fait 1 an et demi que je suis dans l'Ultra, donc j'aurais pu dire, bah tiens, au bout de la première année, bah tiens, j'ai pas eu retour sur investissement, je continue pas. Bah, finalement, justement, c'était la 2e année qu'il fallait être là. Et donc parfois, voilà. c'est une discussion avec une personne Voilà. qui peut tout changer. Et bon, il y a aussi une part de destin aussi, hein, Bien mais sûr, ouais. ton destin, tu vas le chercher. C'est toi-même qui vas le chercher. Tout à fait, Hein. ouais. C'est pas genre, je me pose dans un canapé comme ça, bonjour, ça va tomber du ciel, machin. Non. Quand j'allais chercher mon terrain, j'allais voir sur Google Street View, excuse-moi. Je prenais mon bâton de pèlerin, j'allais toquer chez les voisins, et donc j'ai trouvé un terrain. C'est pas le terrain, il est tombé à moi. C'est ça, ouais. Et donc, à un moment donné, c'est ce que les gens oublient souvent, et ce que je remarque souvent chez certaines personnes, c'est qu'ils oublient de se dire, bah tiens, j'ai le culot, tant pis, j'y vais, j'essaye. Mais essaye, c'est pas grave. J'ai un jeune que je respecte beaucoup, ça fait 3 ans, il a que 15 ans, qui me parle déjà. Donc, depuis l'âge de 12 ans, il commençait à venir à des séminaires, à m'impressionner par son jeune âge, il venait avec sa maman et tout ça. Et ben, je l'invite une fois de temps en temps à une journée chantier, justement. Donc là, ici, dans 2 semaines, il vient à une journée chantier. Il me suit toute la journée. Et du coup, c'est pour clairement lui faire plaisir. Et tu vois, il avait une idée, il voulait faire des montres bien spécifiques et tout. Il y avait un kit, tu vois, à 300 € et tout. Je lui dis, écoute, soit tu le payes, soit je te le paye. Mais essaye. Je savais que ça n'allait pas marcher. Mais je voulais qu'il essaye. Pour qu'il comprenne que c'était pas forcément la bonne idée. Moi, je lui ai dit, écoute, voilà, tu peux le faire comme ça, mais regarde, t'as ça, ça, ça. Mais j'aimerais bien essayer. Ben, c'est pas grave, essaye. Essaye, fais-toi l'XP. Ouais. Mais tu vois le truc. Mais dis-toi, il a 15 ans. Tu vois, alors imagine ce gars-là quand il aura 20 ans. Mais encore une fois, il faut pouvoir
entre guillemets, apprendre. Et ce gamin-là, il fait quoi en ce moment? Est-ce qu'il développe un business? Non. Il est à l'école, il va avec sa maman, il écoute, il s'instruit, il lit. Il n'y a pas de recette magique, en fait. Ouais. Donc, il y a l'entourage, il y a l'apprentissage, il y a l'analyse. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et en fait, c'est clair que quand tu mets tout à bout, ben, ça paraît si compliqué. Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais il faut faire step by step. Et donc moi, mon plus grand Graal, ce serait clairement de me développer dans plusieurs pays. D'abord mais avant tout, il faut que ce soit suffisamment bien délégué en Belgique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. J'avais pas aussi un siège social digne de ce nom, où tout le monde était réuni. Là, ce sera le cas à partir de cet été, donc tant mieux. Mais encore une fois, step by step. Et donc là, le développement dans un autre pays, ça se fera à partir de l'été 2026, mais pas avant. Donc l'objectif, ce serait de trouver le terrain, développer le projet et commencer une construction à l'été 2026. Est-ce que je pourrais le faire plus tôt? Oui. Est-ce que c'est dans mes capacités et est-ce que ce serait intelligent de le faire plus vite? Ben, finalement, ça ne me sert à rien. Donc encore une fois, step by step. Faut pas brûler les étapes. Si je commence à aller dans un pays étranger et qu'ici c'est pas stable, je vais me brûler les ailes. Oui. Donc ça sert à rien. Et là-dessus, il y en a, ils sont très forts pour se brûler les ailes. Et donc, il faut faire clairement attention par rapport à tout ça, quoi. Et aujourd'hui, toi, tu proposes des formations, des séminaires où tu partages un peu tes connaissances? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. En fait, je compte ni faire de formation, ni. Alors, la seule chose, c'est que des fois, je parle dans certaines conférences. Ouais. Ça peut m'arriver. Mais hormis ça, je suis pas là pour faire de la formation. Je suis pas là pour faire des choses. Moi, en fait, pourquoi je me développe sur les réseaux sociaux, c'est pour 3 raisons principales. La première, c'est avoir des potentielles opportunités liées à du foncier, des terrains. La deuxième chose, c'est avoir des sous-traitants qui voient que je fais de la qualité, qui ont envie de travailler chez Axe Habitat. Deuxième chose. Et la troisième chose, c'est clairement montrer qu'on fait de la qualité pour potentiellement avoir des potentiels acquéreurs. Donc, à un moment donné, je veux dire, les objectifs sont multiples, mais ce n'est pas pour aller monétiser. En fait, je dis toujours, j'ai pas le temps. Et des fois, il y en a beaucoup, ils me posent beaucoup de questions, etc. Et c'est pour ça que des fois, j'aime bien faire aussi des podcasts, parce que ça nous permet finalement de répondre à certaines interrogations et donc d'aller de l'avant, quoi. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on est à 1h30 de podcast. Je te remercie vraiment beaucoup pour... On va encore parler 1h30. On pourrait, mais tu as un rendez-vous après, donc je vois l'heure qu'il est, donc je vais te remercier. Franchement, c'est un parcours vraiment inspirant et il y a vraiment énormément de richesse à prendre de tout ce que tu dis au final. Moi, ce que je retiens, c'est que faut... d'ailleurs, on a appelé la chaîne Les Audacieux pour ça, parce qu'il faut du culot et de l'audace. Donc, avoir de l'audace, du culot, ne pas avoir peur d'échouer, du regard des gens, etc. Et d'y aller, en fait. Et d'y aller, de tester. Quand on parle de culot, c'est vraiment... Tiens, est-ce que je vais aller voir la directrice de l'urbanisme? Mais oui, mais j'ai jamais fait. Oui, mais je connais pas les règles. Oui, mais on s'en fout. Non, on s'en fout. Vas-y. Je pense que je connaissais, moi, au début. Rien. Est-ce que je connais encore des fois dans certaines villes? La réponse, c'est non. Mais à un moment donné, il faut pas avoir peur. Et c'est pour ça que j'aime bien le nom de cette chaîne, Les Audacieux, parce que clairement, si tu n'es pas capable de passer ce step-là, là, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. Ouais. Et donc, à un moment donné, il faut savoir briser des barrières à l'intérieur de soi-même. Et voilà, avoir du culot, c'est une barrière qu'il faut aussi casser avec soi-même. Et quand on parle de meilleure version de soi-même, c'est justement briser des barrières. Et donc, finalement, le tout est lié, en fait. Bah oui, tout est lié. Et c'est ça que les gens, des fois, ne comprennent pas. C'est que c'est pas juste un truc, c'est une multitude de facteurs, mais qui sont liés autant d'un point de vue privé que d'un point de vue professionnel, que d'un point de vue de ce que tu fais aujourd'hui par rapport à ton expérience passée. Ouais. C'est super. Et aussi s'entourer, très important. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, Instagram, t'as ton site internet. On affichera évidemment tout sur la vidéo. LinkedIn. Je mettrai toutes les informations qu'il faut pour si les gens veulent te contacter ou poser des questions. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Franchement, c'est vraiment inspirant et je pense qu'on entendra parler de toi. On entend déjà parler de toi dans la presse et je pense que ça fera que continuer et on attend de voir les nouveaux projets qui vont éclore. Avec grand plaisir. Ce sera avec plaisir que je reviendrai ici à vous voir. Merci beaucoup.